rappelle que vous êtes ancien ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique. Bonjour, Monsieur Macron. Vous avez la parole, 10 minutes d'introduction, ensuite des questions qui viennent de la salle et du Conseil de l'agriculture française. Je vous en prie, Emmanuel Macron. Merci à vous. Bonjour, messieurs, dames, bonjour à toutes et tous. Je voudrais d'abord, propos liminaire, évidemment, rendre ici hommage à Xavier Belin, parce que, en tout cas pour ma part, en me rendant ici à votre invitation, je ne peux pas ne pas penser à lui, à la fois en tant que grand responsable, homme de l'agriculture et en tant qu'ami. Et donc c'est à lui que je pense ce matin. Et le combat qu'il a conduit, que vous relevez, que vous portez dans cette salle, je veux aussi le faire mien. Alors, Madame la Présidente par intérim, je crois comprendre que vous aurez aussi au mois d'avril des élections devant vous. J'ai cru comprendre aussi que vos élections s'annonçaient plus simples que les nôtres. Donc, je vous félicite de cela. Nous continuerons à nous battre avec une concurrence sérieuse, mais je me réjouis du calme et de la sérénité de la profession. Alors, je sais que je ne suis pas forcément le plus attendu, parce que parfois on dépeint certains candidats, on dirait des candidats des villes et des candidats des champs. Je ne suis pas persuadé d'être un candidat des villes, cher Marcel, tu le sais très bien, parce que la Somme n'est pas le département le moins rural ni le moins agricole, mais qu'importe. J'ai même entendu certains dire qu'avec moi, il n'y aurait plus de ministère de l'Agriculture. Tout est possible, parce qu'on dit beaucoup de choses, et en particulier beaucoup de bêtises. Je veux ici vous rassurer, j'ai dit qu'il y aurait une quinzaine au maximum de ministres. Mais il y aura bien un ministère de l'Agriculture, il sera fort et il sera à plein temps. Alors aujourd'hui, la situation dans laquelle nous nous trouvons, c'est celle évidemment de crises multiples, des crises climatiques, les crises liées à la volatilité des prix, les crises qui ont parcouru durant ces dernières années plusieurs filières. Mais c'est aussi une crise morale qui s'est installée et que j'ai vue à travers tous mes déplacements, que je sais par les liens que j'ai avec le monde rural et le monde agricole. C'est cette impression que nombre d'entre vous ont de se lever tôt, de travailler dur, d'être pris dans des normes qui s'accumulent année après année et de n'être plus considérés à leur juste valeur, de n'être plus reconnus, d'être parfois même stigmatisés comme celles ou ceux qui polluent, celles et ceux qui seraient la source de problèmes, celles et ceux qui ne participeraient pas au changement. C'est factuellement faux, mais plus largement, je pense qu'on ne redressera pas le pays, on ne lui redonnera pas des perspectives, on ne pourra pas le tenir si celles et ceux qui en font les paysages, qui le nourrissent, qui construisent son autonomie et sa souveraineté aussi sur le plan alimentaire et agroalimentaire, si celles et ceux qui construisent l'une des plus grandes filières d'export ne sont pas reconnus, accompagnés, protégés quand il le faut et encouragés. Donc, en la matière, moi, mes ambitions sont simples et c'est celles que je veux ici vous exposer. C'est d'abord qu'on gère les crises de court terme qui sont là, qu'on redonne de la dignité à chacune et chacun, la possibilité de vivre, qu'ensuite nous soyons à la pointe de l'innovation, de la compétitivité dans le secteur agricole et agroalimentaire, et que nous continuions à être une grande puissance, non seulement de la vente, mais également de l'export, avec des modèles multiples. Et là-dessus, je l'ai dit et redit, pour moi, il n'y a pas un modèle agricole, c'est un faux débat. C'est ce genre de débat que la France adore. Il y aura toujours plusieurs agricultures, il faudra toujours une agriculture intensive qui exporte, à côté d'une agriculture qui cherche la différenciation par les AOC ou par la qualité. Il y aura une agriculture de circuit court, il doit y avoir aussi une agroécologie. Ces modèles doivent pouvoir cohabiter de manière libre, sans que le rôle d'un président de la République ou d'un gouvernement soit de dicter quel est le bon. C'est permettre à chacune et chacun de réussir là où il a choisi. Alors, ce matin, moi, je veux vous exposer de manière très directe les 3 engagements que je veux prendre et que j'avais commencé d'ailleurs à expliquer en début d'année à Quimper. Donc,
la Bretagne est liée à ces engagements pour moi. D'abord, le premier engagement, c'est je veux que les agriculteurs perçoivent le juste prix de leur travail, puissent vivre dignement du prix payé. Ce qui est demandé, ce ne sont pas des subventions. C'est lorsqu'on produit, qu'on a des coûts de production, eh bien d'avoir un prix qui est cohérent avec ces coûts de production. Là où, depuis plusieurs années, à la fois avec les changements de régulation du système, la fin des quotas et la crise mondiale, eh bien la baisse des prix ou la grande volatilité a fragilisé très fortement certains secteurs et les conditions de vie. Alors pour cela, nous devons d'abord collectivement faire un effort de grande ampleur pour sortir de cette logique, valoriser sur les marchés le travail des agriculteurs pour que le travail paye mieux et protège mieux. Et là, ce sont les réformes que je veux porter pour l'ensemble de l'économie française, faciliter la vie des entrepreneurs par une simplification profonde du droit du travail, en donnant beaucoup plus de place à l'accord majoritaire d'entreprise, éventuellement l'accord de branche, parce que c'est au plus près du terrain et de la réalité des filières qu'on définit les bonnes règles. Ça n'est pas dans la loi pour tout le monde de manière homogène sur tout le territoire. C'est aussi pour cette raison que je veux créer un droit à l'erreur pour l'ensemble des entrepreneurs. Moi, je veux une administration qui accompagne et qui conseille et pas qui sanctionne à la première erreur tout un chacun. C'est un vrai changement culturel, il faut l'organiser. Il y a beaucoup de pays qui le font, les Britanniques le font très bien. Au premier contrôle, on ne peut pas dire on suspend une aide de 80 000 ou 100 000 euros parce qu'il y a eu une erreur matérielle qui n'était pas forcément maîtrisée par justement l'entrepreneur. C'est pour ça que je veux baisser le coût du travail avec la transformation du CICE en allègement de charges pérennes. 6 points de charge en moins jusqu'à 2,5 SMIC, 10 points de charge en moins au niveau du SMIC. Ce qui fait que pour un salarié au SMIC, ça représentera une économie de 1 800 € annuels pour l'employeur. Et puis, je veux aussi protéger mieux le travail avec une assurance chômage qui ne sera plus réservée aux seuls salariés, mais qui touchera également les agriculteurs au même titre que les travailleurs indépendants qui pourront en bénéficier, mais avec des droits et des devoirs et donc un plus grand contrôle pour l'ensemble de celles et ceux qui en bénéficient. C'est aussi pour ça que je veux redonner une capacité d'initiative aux producteurs, en organisant d'abord un Grenelle de l'alimentation. Je sais que le mot Grenelle peut parfois faire peur. Je vous rappelle que ce n'est pas votre serviteur qui est, pour sa part, organisé le Grenelle de l'environnement qui a laissé quelques traces. Je dis pour ce terme générique de Grenelle, ça consiste à mettre tout le monde autour de la table. C'est une référence plus pompidolienne que récente. Et je pense qu'il faut mettre les agriculteurs, les filières, les industries de transformation et de distribution, les consommateurs autour de la table pour un partage plus équilibré de la valeur. Et je n'hésiterai pas à cet égard à rouvrir, si besoin, la loi de modernisation de l'économie. J'encouragerai la constitution de véritables organisations de producteurs, parce que pour peser dans les négociations, c'est comme ça qu'il faut fonctionner. Je veux aussi que le droit de la concurrence européen reconnaisse la spécificité du secteur agricole, ce qui devrait notamment permettre le développement de contrats de filière beaucoup plus efficaces qu'on ne l'a fait jusqu'alors. Le deuxième engagement que je veux prendre, c'est d'accompagner la transformation agricole pour aider les agriculteurs face aux nouveaux défis. Le premier défi, c'est celui de la compétitivité et de la modernisation. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui veulent aujourd'hui faire face à un monde en évolution, à des concurrents européens ou étrangers qui sont en train de se moderniser et qui, parce qu'ils ont des marges trop faibles, ne peuvent pas investir comme ils le voudraient. Combien d'exploitations ai-je vu qui sont dans cette situation ? C'est pour cela que dans le projet qui est le mien, il y a un plan d'investissement agricole de 5 milliards d'euros qui consiste sur la base d'appel à projets à accompagner les agriculteurs qui veulent justement moderniser, transformer leur exploitation. C'est un vrai plan Marshall pour l'agriculture qui consiste à multiplier par 4, en quelque sorte, la PCAE. Donc, de manière très concrète, c'est de cela dont il s'agit, mais avec aussi une simplicité, une gestion au niveau de la région et des paiements rapides pour sortir de la situation inexcusable et inexplicable dans laquelle nous sommes aujourd'hui. 1 minute. Le deuxième défi, c'est de concilier l'excellence agricole et l'excellence environnementale. C'est pour ça que je veux, là aussi, que, en quelque sorte, on double la MAEC existante pour avoir justement un paiement des services environnementaux, 200 millions d'euros pour accompagner tout ce qui est fait aujourd'hui par les agriculteurs et qui n'est pas récompensé.
Je veux aussi accompagner le renouvellement générationnel. Et donc, c'est pour ça, en l'espèce, que je souhaite avoir un prêt d'honneur sans demande de garantie d'un montant de 50 000 € maximum avec un différé de 2 ans qui accompagne cette transformation et une vraie politique en faveur de l'innovation et de la transformation. Enfin, le troisième engagement, et je conclurai sur ce point avant de répondre à vos questions, c'est aussi une Europe qui accompagne, qui protège et qui stimule davantage. On y reviendra, je l'espère, dans les questions plus longuement, mais nous avons besoin, vous avez besoin de l'Europe. Tous les projets qui vous promettent honnêtement de vous séparer de l'Europe, de vivre hors de l'Europe, vous mentent. Toutes les filières exportent vers les autres pays européens. La protection de notre agriculture, elle passera par l'Europe. Vous avez planché hier sur un mieux d'Europe. Eh bien, ce que je veux porter justement, c'est un mieux d'Europe, avec d'abord une Europe qui fonctionne de la même manière partout. C'est-à-dire, je bloquerai toute avancée de nouvelles normes européennes avant d'être sûr qu'il n'y a pas le même contrôle partout en Europe. Je ne veux pas d'une Espagne qui contrôle différemment les mêmes normes que nous. C'est insupportable. Je ne veux plus d'une surtransposition française. Donc, on doit avoir mieux d'Europe. Le mieux d'Europe, c'est une Europe qui est à règle égale, qui avance de la même façon, qui contrôle de la même façon. Christiane Lambert me rappelle qu'il dépasse. Elle veut qu'on respecte la règle. Elle a raison. Le mieux d'Europe, c'est l'harmonisation sociale. J'espère qu'on y reviendra sur le travail détaché, parce que sur la transformation dans l'élevage, c'est un problème fondamental et il faut le régler. Je pourrais y revenir dans le détail. C'est aussi la protection commerciale et c'est la PAC. Et j'espère qu'on en parlera dans les questions. Emmanuel Macron, la salle rappelle à l'instant, j'ai entendu un petit sifflet, façon de dire, il faut respecter les règles les mêmes. En l'occurrence, à un moment donné, vous avez parlé du juste prix, votre premier engagement. J'ai entendu, nous aussi, on veut vivre avec le juste prix. Hein. Alors, Jérémy de Serle, par exemple, première question qui vient du Conseil de l'agriculture française, sur ce que vous venez de dire, et puis ensuite les questions de la salle qu'on va afficher immédiatement, si vous voulez bien. Jérémy de Serle, des jeunes agriculteurs. Ce que j'aimerais vous demander, Monsieur Macron, c'est... Dans moins de 10 ans, presque 50% des agriculteurs pourront prétendre à la retraite. Alors vous avez parlé des aides pour l'installation, enfin ou en tout cas pour les jeunes agriculteurs. Qu'êtes-vous prêt à mettre en place pour accompagner tous ces potentiels cédants qui, dans une dizaine d'années, pourront prétendre à la retraite? C'est peut-être pas commun que le président des jeunes agriculteurs pose cette question-là, mais qu'est-ce que vous êtes prêt aussi à faire pour les retraites agricoles? Alors, vous avez raison, parce qu'aujourd'hui, c'est le fait que ces retraites sont trop petites qui a conduit à parfois renchérir le prix de cession, donc c'est pas si aberrant que ça, et à bloquer les choses. Donc vous avez compris ce que je faisais pour les jeunes. Pour les retraites agricoles, à court terme, elles font partie des retraites que je revalorise, d'environ 100 € par mois. À moyen terme, le système que je propose, et donc la réforme dans laquelle je veux faire rentrer l'ensemble des régimes, c'est une harmonisation de nos systèmes de retraite. Parce que qu'est-ce qui est injuste aujourd'hui ? C'est que le monde agricole se retrouve dans une situation où, quand on compare à d'autres régimes, parfois ce qu'on appelle en particulier les régimes spéciaux, on travaille plus longtemps, on cotise plus longtemps et on a des retraites qui sont beaucoup plus faibles. Et c'est ça ce qui ne marche plus dans le système de retraite français. Et donc pour moi, la mère des batailles, ce n'est pas de bouger l'âge légal, c'est de rapprocher ces régimes. Donc je ferai voter, d'abord il y aura un travail d'expertise et de concertation au deuxième semestre 2017. Début 2018 sera votée une loi de réforme des retraites qui concernera les retraites agricoles et qui fera rentrer tout le monde dans un même système où 1 € cotisé donne lieu aux mêmes droits. Et ce qui permettra une vraie mesure de justice pour les retraites agricoles qui aujourd'hui sont victimes de ce désajustement. Il y avait une question à l'instant, je voudrais qu'on la remette si vous voulez bien. Barbara Pompili, vous avez été dans le même gouvernement, a été une ministre qui est un peu surtransposée en quelque sorte. Cette question de la surtransposition des normes, elle est posée par la salle. J'ai été clair. Alors, vous savez, moi j'ai un grand problème en ce moment sur le plan politique, c'est que j'ai beaucoup de gens qui me soutiennent. Alors, Bon, malgré tout, on se console parce que c'est quand même un problème moins grave que d'avoir beaucoup de gens qui vous quittent, ce qui est le cas de certains autres. Et à la fin, quand on cherche à avoir la majorité des Français, c'est plutôt un bon indicateur. Malgré tout, je tiens à le dire, je suis candidat. Si, je tiens à le dire et je vous le confirme, parce qu'il y a un candidat à l'élection présidentielle. Il prend des engagements, il est clair. Moi, je suis quelqu'un qui décide.
Donc quand je dis des choses, je les fais. Et là-dessus, je n'ai jamais mégoté. Moi, je ne suis pas en train de dire le contraire de ce que j'ai fait quand j'étais ministre. J'ai essayé de le faire, j'ai parfois été bloqué, mais j'ai essayé de le faire, j'ai toujours dit la même chose. Donc avec moi, il n'y aura pas de surtransposition, et je vous le dis, je le ferai. Alors, Christiane Lambert, question. Alors, monsieur Macron, sur la question des prix et de la guerre des prix. Vous avez été ministre, c'était inscrit ici, voilà, vous avez été ministre de l'économie. Aujourd'hui, en France, sur 100 € dépensés, 6,80 € reviennent à l'agriculteur. On a un énorme problème de répartition des marges. Vous avez dit, je veux revoir la LME. Elle a été faite, revue. La loi de modernisation de l'économie. Voilà. Beaucoup de personnes ne la respectent pas. Certains industriels refusent même de publier leurs comptes. C'est certainement qu'ils ont des choses à cacher. Que ferez-vous pour qu'il y ait un juste retour de valeur jusqu'aux producteurs et pour qu'il y ait beaucoup plus de transparence chez tous les acteurs, industriels, grande distribution? Emmanuel Macron. La clé, ce sont ces contrats de filière. Et c'est d'avoir une vraie obligation de les signer, de les conduire, et donc d'avoir d'abord des organisations de producteurs qui fonctionnent, qui s'organisent à un vrai niveau, c'est-à-dire qui sont suffisamment fortes. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'organisations de producteurs, mais elles sont trop faibles pour vraiment peser dans la négociation commerciale. On le sait très bien, c'est ce qui se passe. Donc il faut des organisations de producteurs qui se structurent, et c'est ce à quoi je veux inciter, qui puissent peser dans la négociation. Ensuite, il faut qu'elles accompagnent justement des contrats de filière, filière par filière, qui permettent d'avoir de la visibilité à chaque niveau de la chaîne, de valeur, et d'avoir cette transparence. On sait très bien que dans le lait, par exemple, quand il y a eu des mesures qui ont pu aider, eh bien, elles ont été un moment, il y a eu des efforts qui ont été faits par les distributeurs, ça a été capturé par le transformateur. Et ce n'est pas les producteurs qui l'ont eu à plein. Donc c'est aussi pour cela que je souhaite, dans ce cadre, qu'il puisse y avoir, vous l'avez dit, il y a une grande pression qui a été mise, une vraie transparence. Organisation de producteurs forte, transparence pour chacun des acteurs de la chaîne, vrai contrat de filière. Et derrière, si on n'arrive pas à conclure un contrat de filière où la construction du prix final se fait à partir du prix de production, eh bien, on doit suspendre l'application pour cette filière de la LME et reprendre un système où on construit le prix final à partir du prix de production. Pour moi, c'est ça la philosophie qu'on doit avoir. On ne peut pas rentrer dans un système absurde où le prix final n'est pas cohérent avec le prix de production. Il y avait cette question qui vient de la salle. Que pensez-vous des attaques des différentes associations sur le bien-être animal? Comment pensez-vous valoriser notre agriculture dans telles conditions, nos produits, le travail? Là-dessus, j'ai répondu d'ailleurs à une organisation environnementaliste qui m'interrogeait sur ce sujet. Moi, je n'ai jamais connu un éleveur qui était heureux avec des animaux malades. Il faut me le présenter. C'est comme l'idée qu'un employeur, ce serait forcément quelqu'un qui adore licencier les gens. C'est parfois les représentations qu'on a dans le débat public. C'est-à-dire, si quelqu'un est malheureux quand il y a un problème de bien-être animal, c'est l'éleveur le premier. Et l'éleveur, ce qu'il veut, c'est justement pouvoir élever ses animaux dans les meilleures conditions, parce que c'est lui qui se relève la nuit. C'est lui qui pleure quand un animal meurt. Ce n'est pas les gens qui sont dans des associations ou dans des bureaux. Donc aujourd'hui, le problème, c'est quand un éleveur n'est pas en situation d'améliorer les choses pour ses bêtes et pour lui-même. Et donc c'est pour cela que moi je veux faire ce plan d'investissement agricole qui permet, quand on a un projet qu'on veut l'améliorer, moi j'étais il n'y a pas longtemps dans la région chez Monsieur Nedelec, qui passe justement, qui a un élevage de 50 vaches qui passe à une production bio. Il a pu installer, parce qu'il a eu des aides de la région pour accompagner ses bêtes, des capteurs qui permettent de mieux accompagner la bête quand elles veulent, etc., et d'éviter des souffrances. Mais ça, je suis désolé de vous le dire, c'est de l'investissement. C'est bon pour l'élevage, c'est bon pour le professionnel, et c'est bon pour tout le monde. C'est pour ça que ce plan d'investissement d'avenir, il permet de résoudre le problème de la condition animale, mais en même temps, il permet d'améliorer le fonctionnement. Après, on a un problème dans les abattoirs, mais c'est la transformation, ça n'est pas l'élevage. Et là, dans les abattoirs, pardon de vous le dire, mais les premières victimes, ce sont celles et ceux qui y travaillent, hein, et la région les connaît bien. Une et donc relance là de aussi, Christiane c'est un plan de Lambert. modernisation à faire. Une relance de Christiane Lambert, une question de Claude Cochonneau des chambres d'agriculture. Toutefois, Monsieur Macron, vous nous avez donné l'impression de surfer un petit peu sur la vague welfariste lorsque vous avez dit qu'il fallait que vous alliez interdire en 2025 tous les œufs provenant de poules en cage. Nous sommes dans une région où 70% des poules sont élevées en cage modernisée, agrandies, mais quand même 70%. Des bâtiments qui ont été rénovés il y a 5 ans, qui ont encore 10-15 ans d'amortissement. Comment allez-vous faire d'un coup? Claquement de doigts, tweet,
pour résoudre ce problème de l'agriculture française? Alors, je vais vous dire deux choses. Emmanuel Macron. La première, c'est que 2025, c'est ni un tweet ni un claquement de doigts. C'est quand même un objectif. La deuxième, c'est que je n'ai jamais dit que je prendrais une loi, que je l'interdirais. J'ai dit qu'il fallait se fixer cet objectif, et il est atteignable. La troisième chose, si vous m'avez écouté précisément, Madame la Présidente, c'est que j'ai parlé de la GMS. J'ai parlé de la GMS. Or, une large majorité des œufs qui sont produits dans la région et vendus, ils le sont pour les industries agroalimentaires et la transformation. Je n'ai pas une seule seconde dit, en l'espèce, qu'il fallait revenir sur les normes actuelles. La dernière chose, c'est que, justement, et quand j'ai rencontré les professionnels au Salon de l'Agriculture, je leur ai dit, je pense qu'il faut, pour la grande distribution, ce qui est une part minoritaire de la vente des œufs, comme vous le savez aujourd'hui, qui sont produits, pour la grande distribution, il faut se fixer cet objectif à 10 ans, parce que de toute façon, sinon, nous aurons à le subir. Moi, je vous fiche mon billet, on peut se faire plaisir. Je peux vous dire le contraire. Mais dans 3, dans 4 ans, dans 5 ans, vous aurez des associations de plus en plus de consommateurs et autres qui vous diront « Moi, je veux de la meilleure qualité, on l'a eu sur le poulet, on l'a sur tout. » Donc, il faut se fixer cet objectif à 10 ans, en disant on va l'accompagner. Ce n'est pas surfer sur une vague, c'est se dire on peut avoir quand même un objectif décennal. Ce n'est pas une loi qui l'interdira demain, ce n'est pas une nouvelle norme, mais on dit qu'il faut accompagner cette transformation uniquement pour ce qui est vendu en GMS, et ça passe aussi par ce plan d'investissement. On l'a calé avec la profession, il faut 500 millions d'euros d'investissement pour, dans les 5-6 années à venir, moderniser. Ils seront accompagnés par le plan d'investissement que je porte. Vous avez On l'a entendu. évolué, c'est bien. Non, j'ai Merci dit, de l'avoir précisé. des choses précises. Vous avez précisé les choses. J'ai dit des Alors, choses précises. Après cet échange, Claude Cochonneau des Chambres d'agriculture. Oui, Monsieur Macron, Court. l'agriculture a besoin de se moderniser. On nous demande de produire mieux, de produire plus avec moins d'espace, moins d'intrants. Pour ce faire, on a besoin de recherche. Pouvez-vous dire en quelques mots quel est votre projet en matière de recherche? Sur ce sujet, vous avez raison. Si on veut réduire la dépendance aux produits phytosanitaires, si on veut améliorer la manière de produire, il faut davantage de recherche. Il y a de l'innovation qui se fait aujourd'hui partout. Moi, je suis favorable à une vraie politique d'innovation et à un accompagnement de cette politique d'innovation. D'abord, en ayant un vrai volontarisme avec l'INRA, et donc là-dessus, maintenir un haut niveau de recherche publique, avec une vraie autonomie semencière au niveau français et européen en la matière, que je défendrai. Ensuite, je veux accompagner les acteurs publics et privés en la matière, y compris d'ailleurs sur toutes les innovations semencières là aussi, parce qu'on en a besoin si on veut réduire la dépendance à certains produits. Donc je suis favorable à une politique d'innovation publique et privée très volontariste. Il y a une question très importante posée à l'instant par la salle sur la fiscalité, avec 30% parfois d'écart de prix. Comment vous gérez la question de la fiscalité des exploitations agricoles? 30% d'écart de fiscalité, sur quel sujet et avec qui? Alors, non, parfois, on est dans une situation, je reprends la question, où il y avait jusqu'à 30% d'écart sur les prix par rapport à d'autres pays de compétitivité. Et donc, dans cet aspect de la compétitivité, il y a la problématique de la fiscalité. C'est ça la question de la salle. Quand on regarde les choses, moi je suis favorable à poursuivre une politique de compétitivité, et donc à la fois de baisse de charges, 6 points de charge en moins jusqu'à 2,5 SMIC, et de baisse d'impôts sur les sociétés pour le ramener à 25%, ce qui est la moyenne européenne. Moi, quand je regarde aujourd'hui, compte étant tenu justement de ces réformes, il n'y a pas une sous-compétitivité de notre production. Là où on a des problèmes, par exemple, c'est au niveau de la transformation. On se trompe bien souvent quand on parle de l'élevage et on dit on est moins compétitif, ou il y a ce type d'écart avec l'Allemagne. Il y a un écart au moment de la transformation. Quand ça sort de chez l'éleveur, on n'est pas moins compétitif. L'écart... Si je peux permettre, il y a un écart lorsqu'il y a beaucoup de main-d'œuvre. Dans les exploitations d'élevage et porcine, oui, c'est vrai, nous sommes plus compétitifs, sortis des porcheries. Et c'est sortis des abattoirs que nous sommes moins compétitifs. Mais pour tout ce qui est derrière vous, tout ce qui est légumes, fruits, qui nécessitent beaucoup de main-d'œuvre, 65% des charges chez un légumier, c'est de la main-d'œuvre. Là, nous sommes moins compétitifs et toutes les surfaces s'en vont dans les autres pays européens. Alors, puis il y avait une question devant vous, l'irrigation, qu'en pensez-vous? Alors, non, sur ce... On finit avec ces deux questions. Je vous laisse conclure sur la deuxième question, compétitivité. c'est laquelle? Parce que moi, et j'ai puis le compte pénibilité face à moi. Je peux vous répondre Oui, aussi? mais j'ai lu avant vous, il y avait l'irrigation, il y a la pénibilité et le coût du travail. Qu'en dites-vous? D'accord. Alors, je vais faire les Attendez, trois. non, il reste 30 secondes. Donc là, Christiane, ça va être compliqué. Donc, sur le coût Emmanuel Macron. sur le coût du travail, je l'ai dit, je suis favorable à une baisse, coût du travail et coût de la fiscalité. Mais ensuite, pour résoudre les problèmes, parce que quand vous parlez de la compétition avec justement des pays à très bas coût sur ce type de fruits et légumes, le problème, on le sait très bien,
c'est aussi l'utilisation du travail détaché illégal et un contournement des règles européennes qui sont faits par plusieurs pays. Pourquoi on a une non-compétitivité sur la transformation dans l'abattage? À cause de cela, parce que les Allemands utilisent du travail détaché venant de l'Est à très bas coût. Pourquoi on a un problème avec l'Espagne ou l'Italie sur ces points-là? Parce qu'ils utilisent de la main-d'œuvre à très bas coût. Et donc là, il y a un contournement de la directive travail détaché. Donc je l'ai déjà dit, pour la remettre sur le métier et pour avoir une vraie harmonisation sociale européenne. On a des règles, normalement, quand on utilise un travailleur dans un pays, il doit être payé au salaire minimum du pays. On ne peut pas avoir l'utilisation actuelle du travail détaché, ni dans l'agriculture, ni dans l'industrie, avec un tel écart des droits initiaux et avec un tel contournement des règles. Ça, je suis définitif. Alors, pardon, mais il y a deux aspects. Il y a toute une série de questions que Christiane a insisté pour qu'on vous pose, et pourtant il y a une règle. Et il faut que cette règle, on la respecte par équité, par respect de l'équité avec tous. Donc je vais vous demander, si vous voulez bien, on est arrivé au bout, de conclure, Emmanuel Macron. Un mot de conclusion avant que nous enchaînions avec un autre candidat. Merci. Merci à vous. Bon, comme vous l'avez compris, ce que je veux conduire, pour ma part, pour l'agriculture, c'est une politique volontariste. C'est une politique volontariste en termes de réorganisation des filières pour pouvoir vivre du prix payé. C'est une politique d'investissement, de développement, de modernisation. Et c'est une politique qui s'inscrira dans une vraie stratégie européenne. Et cette stratégie européenne, puisqu'on en a au fond assez peu parlé, je vais conclure sur ce point, c'est celle non seulement d'une Europe qui est plus harmonisée, d'une Europe plus simple, où on applique les mêmes règles dans tous les pays et le même type de contrôle, mais aussi d'une Europe qui protège contre les crises. Et donc moi, j'aurai une politique européenne sur le plan commercial qui prend en compte les intérêts de l'agriculture et qui protège, et une politique sur le plan justement de l'agriculture qui, à horizon 2020, vise justement à avoir un cap stratégique pour la PAC qui consistera à mieux protéger le revenu des agriculteurs en cas de crise et en cas de volatilité des prix. Je tiens beaucoup à cela, à cette réforme, je sais que vous aussi, et je veux qu'on ait les bons mécanismes, qu'on travaillera ensemble techniquement pour protéger les agriculteurs face à ces volatilités. Je finirai en citant Xavier Belin qui avait cette formule de bon sens: il faut un peu plus d'aide quand ça va mal, parfois un peu moins quand ça va bien, mais quand ça va mal, il faut rapidement, efficacement, un peu plus d'aide, et l'Europe, ça sert à ça. C'est pour ça que vous me verrez toujours à vos côtés, parce que je crois en l'agriculture, ce qu'elle représente dans le pays, mais vous me verrez toujours vous défendre en Europe. Merci à vous. Merci, messieurs, dames. Merci.